Nouvelle vidéo liée à un crime choquant. Ce père est accusé d'avoir tué sa propre fille. Le voilà, enchaîné, selon les informations, en route vers sa première comparution devant le tribunal de New York. Il semblait être un père aimant. Il appelait sa fille la lumière de sa vie. Mais aujourd'hui, il est en prison, inculpé pour son meurtre. C'est une histoire difficile à croire. La police affirme que ce père aurait menti en prétendant que sa fille avait été enlevée. Ce mensonge a déclenché une alerte dans tout l'État de New York, le week-end dernier. Qui était réellement Luciano Fratolin, le père, le suspect, ou les deux? Qu'a-t-il tenté de dissimuler derrière ce scénario d'enlèvement désormais jugé mensonger? Dans cette vidéo, on va revenir sur chaque étape. L'image d'un père modèle, la disparition de sa fille, les mensonges présumés, et les conclusions accablantes de l'enquête. Ce récit n'est pas seulement une affaire criminelle, c'est un miroir brisé sur la fragilité humaine. Bienvenue dans Ombre des faits. Si tu es passionné de crimes et de faits étranges, je t'invite à t'abonner. L'histoire commence là où la confiance s'effondre. Luciano Fratolin, 45 ans, est un homme aux multiples facettes. Né dans le village reculé de Gambela, en Éthiopie, d'une mère éthiopienne et d'un père italien, il grandit entre les plantations de café africaines et les bâtiments néoclassiques de Milan. Cette double culture forge en lui une vision du monde riche mais aussi conflictuelle. Il est confronté dès l'enfance à des incidents de racisme, à un sentiment d'isolement, et à la mort prématurée de son père à l'âge de 17 ans. Ces expériences douloureuses le poussent à chercher un sens à sa vie. Il poursuit des études en sciences humaines et sociales aux États-Unis et à Londres, où il dit avoir enfin trouvé une forme d'acceptation. Inspiré par la philosophie de Nietzsche, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort », il se lance dans une série de projets ambitieux, architecture, immobilier, construction, exploitation minière, et enfin, le café. Son entreprise phare, Gambela Coffee, est fondée à Montréal. Elle se veut éthique, biologique et féministe, avec des plantations gérées par des femmes en Éthiopie. Sur le site de la marque, désactivé depuis, Luciano se décrit comme un entrepreneur visionnaire, animé par la justice sociale et le désir de bâtir un monde meilleur pour sa fille, Melina. Melina est la lumière de ma vie. Elle est l'inspiration de tout. Extrait de sa biographie, il affirme que sa fille l'a aidé à lâcher prise sur ses tendances obsessionnelles. Il dit préférer ses dessins désordonnés et ses jouets éparpillés à une maison parfaitement rangée. Sur Instagram, il partage des photos de vacances en Italie, des moments de complicité dans la neige à Montréal, et même une vidéo émouvante où ils font de la luge sur fond de berceuse, Hush Little Baby. Mais cette image de père aimant est fragile et contradictoire. Depuis 2019, Luciano est séparé de la mère de Melina, avec qui il entretient une relation tendue. Elle détient la garde exclusive de l'enfant, bien qu'il ait droit à des visites régulières. Selon les autorités, la mère ne soupçonnait aucun danger avant le voyage aux États-Unis. En parallèle, Luciano traverse une crise existentielle. Un événement tragique en février 2019 aurait gravement affecté son bien-être mental. Bien qu'il n'ait pas de casier judiciaire ni d'antécédents psychiatriques connus, il semble perdre pied. Il accumule les dettes, abandonne certains projets et se replie sur lui-même. Il affirme avoir renoncé à la quête du profit, préférant investir dans des idées porteuses de créativité et de bien-être communautaire. Ce contraste entre l'homme public, cultivé, engagé, père aimant, et les accusations terribles qui pèsent sur lui, soulève une question centrale. À quel moment la fracture intérieure devient-elle irréversible? Le 11 juillet 2025, Luciano Fratolin et sa fille Melina, âgée de 9 ans, quittent Montréal pour des vacances aux États-Unis. Le voyage est légalement autorisé dans le cadre du droit de visite parentale, bien que la mère détienne la garde exclusive. Ils visitent New York City, le Connecticut et la région des Adirondacks dans l'État de New York, notamment Lake George. Les photos partagées par Luciano sur les réseaux sociaux montrent des moments complices, des repas dans des restaurants modestes, des sourires, et une atmosphère détendue. Ce qui devait être un séjour familial ordinaire se transforme peu à peu en drame. Le 19 juillet à 17h30, ils sont filmés dans un restaurant de Saratoga Springs. La caméra de surveillance montre Melina calme, joyeuse, rien ne semble anormal. À 18h30, elle appelle sa mère depuis le téléphone de son père. Elle dit qu'ils rentreront bientôt au Canada et qu'elle a hâte de retrouver sa routine à Montréal. C'est la dernière fois que sa mère entend la voix de sa fille. À 22h, Luciano appelle les secours via le 911. Il déclare que sa fille a été enlevée par 2 hommes dans une fourgonnette blanche pendant qu'il s'était arrêté pour uriner sur le bord de l'Interstate 87. Il affirme avoir aperçu le van démarrer rapidement, mais les détails de son récit changent au cours des premières heures. Tantôt il dit avoir vu les ravisseurs, tantôt il prétend n'avoir rien pu distinguer. L'alerte Amber est déclenchée à 1h30 du matin. Les autorités mobilisent des moyens importants. Hélicoptères,
Drones, chiens pisteurs, unités spéciales et volontaires civils. L'affaire attire rapidement l'attention des médias locaux et nationaux. Très vite, les enquêteurs remarquent des incohérences dans les déclarations de Luciano. Aucun témoin n'a vu de véhicule correspondant au signalement. Les caméras de surveillance sur les routes et les parkings adjacents ne montrent aucune activité suspecte. Les données de géolocalisation du téléphone de Luciano ainsi que ses relevés bancaires et de péage ne corroborent pas son trajet. Grâce à ces indices numériques, les policiers identifient une zone isolée dans le secteur de Ticonderoga, à environ 45 km du lieu où il a dit avoir perdu Melina. Le 20 juillet à 13h50, les secours retrouvent le corps de Melina dans un étang peu profond situé en pleine nature, masqué sous un tronc d'arbre. Elle porte les mêmes vêtements que la veille et aucun signe visible ne laisse croire à une lutte. Le site semble choisi pour sa discrétion. L'autopsie est rapidement ordonnée. Les premières conclusions suggèrent que la mort a eu lieu entre 18h30, heure de l'appel à sa mère, et 22h, moment de l'appel au 911. Ce délai resserré pousse les enquêteurs à privilégier la thèse d'un acte prémédité déguisé en enlèvement. Dans la nuit du 21 juillet, Luciano est arrêté dans un motel du comté voisin. Il est inculpé pour meurtre au deuxième degré et dissimulation de cadavre. Lors de sa première comparution, il apparaît en combinaison blanche, les poignets et chevilles enchaînés, visiblement agités. Il plaide non coupable et déclare ne pas pouvoir se payer un avocat, ce qui surprend au vu de l'image publique de vie luxueuse qu'il projette sur ses réseaux. L'affaire prend une dimension nationale. Des experts judiciaires soulignent l'absence de preuves étayant l'hypothèse d'un enlèvement. Le comportement de Luciano après le drame, ses déplacements, ses déclarations, son attitude au tribunal, sont scrutés. Le corps de Melina, inerte dans cet étang recouvert d'écorce, devient le symbole d'une tragédie familiale incompréhensible. L'enquête sur la mort de Melina Fratolin prend rapidement une tournure décisive. Dès les premières heures suivant la découverte du corps, les autorités écartent la thèse de l'enlèvement. Les incohérences dans le récit de Luciano, les données GPS, les relevés téléphoniques et les vidéos de surveillance orientent les enquêteurs vers une conclusion accablante. Le père aurait tué sa fille entre 18h30, heure de son appel à sa mère, et 22h, moment où il signale sa disparition. Le 21 juillet à 2h04 du matin, Luciano est arrêté dans un motel du comté d'Essex. Il est inculpé pour meurtre au deuxième degré et dissimulation de cadavre. Lors de sa comparution au tribunal de Ticonderoga, il apparaît en combinaison blanche, menotté, le regard vide. Il plaide non coupable et affirme ne pas pouvoir se payer un avocat. Cette déclaration surprend les enquêteurs, compte tenu de l'image de vie luxueuse qu'il projette sur ses réseaux sociaux. Les autorités judiciaires soulignent qu'il n'a aucun antécédent criminel, ni historique de violence domestique ou de troubles psychiatriques connus. Pourtant, son comportement des derniers mois, isolement, publications ambiguës, conflits juridiques, laisse entrevoir une détresse psychologique profonde. Certains experts évoquent une possible crise existentielle liée à la perte de contrôle sur sa vie personnelle et professionnelle. La mère de Melina, bouleversée, coopère avec les enquêteurs. Elle affirme n'avoir jamais soupçonné que son ex-conjoint pouvait représenter un danger pour leur fille. Elle avait autorisé le voyage aux États-Unis en toute confiance, pensant que Melina serait en sécurité. Son témoignage est jugé crédible et cohérent par les autorités. L'affaire suscite une onde de choc au Canada et aux États-Unis. Les médias couvrent largement le drame, diffusant des images de Melina souriante, des extraits de vidéos familiales et des séquences du père menotté quittant le tribunal. Des veillées sont organisées à Montréal et à Ticonderoga. Des bougies, des dessins d'enfants, des peluches et des messages de condoléances sont déposés devant le gîte Bernard, ancien lieu d'activité de Luciano. Le gouverneur de New York, Kathy Hochul, exprime publiquement sa tristesse. C'est une tragédie insoutenable. Nous nous engageons à ce que justice soit rendue pour Melina. Le capitaine Robert McConnell, chargé de l'enquête, parle d'un dossier émotionnel, difficile et profondément bouleversant. L'autopsie est réalisée le 21 juillet. Les résultats ne sont pas encore rendus publics, mais les enquêteurs confirment que la cause du décès est compatible avec un homicide. Le corps de Melina ne présente pas de blessures visibles, ce qui laisse penser à une méthode discrète, peut-être par suffocation ou empoisonnement. Des analyses toxicologiques sont en cours. Luciano est transféré au centre correctionnel du comté d'Essex, où il est placé en détention préventive. Son procès est prévu dans les mois à venir. Il risque une peine de prison à vie s'il est reconnu coupable. Les procureurs insistent sur le caractère prémédité du crime, soulignant que le père devait restituer la garde de sa fille à sa mère le lendemain du drame. Des psychologues et criminologues sont invités à commenter l'affaire. Certains parlent d'un « acte de désespoir absolu », d'autres évoquent une « volonté de punir la mère » ou un effondrement narcissique. Le contraste entre l'image publique de Luciano, père aimant, entrepreneur éthique, et les faits présumés est au cœur des débats. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages affluents. Certains expriment leur colère, d'autres leur incompréhension. Des internautes lancent des appels à la justice, à la mémoire de Melina,
et à la protection des enfants dans les situations de garde partagée. Des pétitions circulent pour renforcer les contrôles lors des voyages parentaux transfrontaliers. L'affaire Fratolin devient un symbole tragique des failles du système familial et judiciaire. Elle soulève des questions sur la santé mentale, la responsabilité parentale et les mécanismes de prévention. Mélina, petite fille joyeuse et curieuse, devient malgré elle le visage d'un drame qui dépasse les frontières. Mélina Fratolin avait 9 ans. Elle aimait dessiner des oiseaux, courir dans la neige, inventer des histoires avec ses crayons de couleur. Elle vivait dans un monde d'innocence, un monde où chaque jour promettait un peu de magie. Son père, celui en qui elle plaçait sa confiance, était censé être le gardien de cette magie. Mais en l'espace d'une soirée, ce rôle s'est inversé. Le lien sacré entre un parent et son enfant a été brisé, et le silence glacé d'un étang à Ticonderoga est devenu le témoin d'une perte irréparable. Au-delà de la tragédie, cette histoire pose des questions douloureuses. Comment détecter les signaux de basculement chez ceux que nous croyons proches? Comment protéger les enfants quand les apparences sont trompeuses? Et surtout, comment honorer la mémoire de Mélina sans laisser la douleur obscurcir le devoir de justice? Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, cette histoire nous amène à remettre en question la confiance que nous plaçons en nos proches. Et voici comment se termine notre histoire d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager pour plus de sensibilisation. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.